Bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour saluer également ceux qui sont avec nous en ligne. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde consacrée à l'impact de l'IA sur le code. Capable de créer, de corriger, de modifier et même de créer des scénarios de test, l'IA ouvre de très nombreuses et nouvelles possibilités. Toutefois, on peut se demander si c'est vraiment une révolution, parce que dans le code, et vous êtes très certainement nombreux à pratiquer dans la salle, eh bien l'automatisation, même poussée, n'est pas complètement une nouveauté. On verra justement ce qu'apporte l'IA, notamment l'IA générative, avec nos intervenants du jour. Pour aborder ce sujet, nous sommes avec deux intervenants. Nous sommes avec Éric Fourier. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, Éric, vous êtes cofondateur et CEO de GitGuardian, et nous sommes également avec Michael Delette. Michael, good morning. Good morning. Bonjour tout le monde. Thanks for being with us. You are head of team European Cybercrime Center at EC3. You'll explain what it is in a couple of minutes. So, thank you for being with us today. Avant qu'on commence, and before you start, could you please give us a quick introduction of your organization? Let's start with you, Michael, please. That's a tricky question because a quick overview will take me quite a while. But let's say within Europol, there's the European Cybercrime Center, which of course supports the member state in the fight against cybercrime. Within EC3, there are three departments. One is more concerned with expertise and stakeholder management, so basically building partner relationships. Then there is the digital support unit, which, as the word says, they are in support of the operations and in support of other departments within Europol. And then there is the department which I'm part of, which is the European, the operations department of the European Cybercrime Center. In there are four teams. One deals with dark web, one deals with payment fraud, one deals with child sexual abuse material, and one deals with, I sometimes disrespectively call it real cybercrime, so cyber-dependent crime, cyber attacks, and that's my team, AP Cyborg. So I think for a brief introduction, I will leave it at that. I can go into more detail if you have any questions, but yeah. Thank you. Eric. Donc Éric Fourier, moi je vais le faire dans ma langue natale, peut-être que je switcherai à l'anglais de temps en temps, même si j'ai l'habitude de parler dans les deux langues quand même, mais c'est plus simple en français. Donc je suis le fondateur de GitGuardian, donc moi je suis ingénieur de formation avec aussi une grosse composante intelligence artificielle. Donc fondé GitGuardian il y a un peu plus de 6 ans, donc on est une solution de sécurisation du code spécialisée dans la détection de secrets. On a un peu inventé le domaine, donc très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un secret? Donc c'est une clé d'API, un mot de passe, un accès, un identifiant de base de données qui sont utilisés pour connecter des systèmes entre eux ou des applications entre elles. Et donc on est très connu pour détecter les secrets dans le code et aussi maintenant dans d'autres outils comme les systèmes de messagerie interne, donc Slack, Teams, Confluent, Jira, et maintenant on s'étend effectivement dans d'autres univers de la sécurisation du code, tout ce qui est analyse des vulnérabilités dans les dépendances, sécurisation de l'infrastructure as code. Voilà, aujourd'hui on est 140, 120 en France, 20 aux US, avec des clients un peu partout dans le monde, particulièrement une grosse composante aux États-Unis, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud. Et on est aussi très connu pour on est l'application la plus installée au monde sur GitHub avec plus de 300 000 développeurs qui nous utilisent. Donc à la fois, avec une offre gratuite pour les développeurs et les entreprises de moins de 25 développeurs et aussi des très gros clients parmi les plus grosses entreprises du monde. Voilà. Merci pour ces introductions. Avant de commencer, je rappelle qu'on aura un tout petit peu de temps à la fin. Il y a des micros qui sont devant, donc on a 1 heure devant nous et on gardera une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Vous avez des micros qui sont là et on les fera passer à la toute fin de nos échanges. Je le disais très rapidement en introduction, effectivement, on va parler des révolutions. Une première question pour vous, Eric. Est-ce que le terme révolution, lorsqu'on parle d'IA, notamment, ça vous fait sourire déjà, mais notamment générative, est-ce qu'on force pas un peu le trait ou est-ce que finalement on décrit quelque chose qui est vraiment en train de se produire? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais un peu je pense il y a quand même les usages parlent d'eux-mêmes. Hein.
Je crois que dans OpenAI vient d'annoncer qu'il dépassait je crois que c'est 2 milliards d'ARR ou 2 milliards de revenus. Donc l'usage a explosé. Je pense que c'est déjà une révolution d'usage. C'est que on voit émerger toutes ces nouvelles entreprises, ces nouvelles AI avec un usage très élevé ou qui n'a pas. Je pense que dans cette salle, il y a peu de gens qui n'ont pas fait une requête à ChatGPT. Et sur les développeurs, on est un peu dans le même paradigme. C'est que tout le monde essaye. Et je pense qu'on est vraiment dans cette, je dirais, courbe du début de l'adoption. La vraie révolution sur la partie technologique par rapport, donc nous on est plutôt sur la côté sécurisation du code, mais il y a un peu de domaines dans ce qui est l'AI appliqué au code, tout ce qui est, je dirais, qualité et génération de code, et après la partie sécurité que nous on fait plutôt. Mais historiquement, je dirais que la partie qualité et génération était c'était des moteurs plutôt heuristic based et des rules engine qu'il faut généralement customiser par langage. Il y a plusieurs centaines de langages informatiques et il y en a toujours qui apparaissent plus en plus tous les jours. Et c'est la vraie révolution technologique, elle est là en fait dans les AI. C'est cette capacité à en s'entraînant sur la majorité des modèles sont entraînés sur le même dataset qui est tout le code GitHub qui est accessible, donc tout le code open source qui est accessible publiquement. Tout le monde fait la même chose et pour le coup à la même base de départ. Alors peut-être que Microsoft entraîne le code aussi sur le code de ses clients, ça je ne sais pas. C'est à eux de répondre à cette question, mais sur cette partie-là, en fait, la vraie révolution est d'arriver à en fait pas devoir pour réimplémenter ces règles et permet d'aller beaucoup plus vite sur ces outils-là pour avoir des résultats assez globaux et en fait avoir la même interface cross-langage. Donc je pense que la révolution, elle est vraiment dans les usages. On arrivait déjà à faire de la code quality, de l'automatisation, de la sécurisation du code avant l'AI, mais c'est qu'on est capable de faire des choses qui sont beaucoup plus généralisables, beaucoup plus vite, mais qui, j'y reviendrai un peu plus tard, qui ont une faiblesse qui est intrinsèque au modèle, qui est l'aspect stochastique. C'est que finalement, grosso modo, si je pose la même question plusieurs fois, j'aurai pas forcément la même réponse, qui est un vrai challenge dans beaucoup de systèmes d'information et systèmes informatiques. Oui, ça on y reviendra, comme vous l'avez dit Eric, un tout petit peu plus tard. Vous avez commencé à l'expliquer, mais qu'est-ce qui différencie, et si on reste sur votre domaine d'expertise, qui est la sécurisation du code, qu'est-ce qui différencie les LLM actuels des solutions d'automatisation déjà existantes? Il y a des solutions qui permettent d'automatiser le code, d'automatiser le test du code, de vérifier les failles et ainsi de suite. Qu'est-ce que les LLM apportent à ces processus? En fait, on peut, si on regarde un peu aujourd'hui dans ce qui se fait, l'apport du LLM, c'est finalement avec ce qu'on appelle tout ce qui est prompt engineering et le contexte, c'est vraiment la personnalisation et la customisation du contexte qui fait qu'on peut vraiment beaucoup plus facilement customiser son moteur, par exemple pour la partie sécurisation, à un usage précis. Néanmoins, il y a quand même pas mal aujourd'hui de limitations sur la partie sur le LLM, notamment le premier, c'est que c'est sa vitesse et son coût qui soit via une API et donc des modèles propriétaires comme OpenAI ou Anthropic ou qui soient open source sur des modèles type Mistral de Hugging Face, le coût est beaucoup plus important et le temps d'inférence est beaucoup plus important que les modèles classiques qui sont plutôt rule-based et heuristiques, qui fait que ça introduit des limitations sur les usages, notamment pour scanner des grosses bases de code. Mais d'un autre côté, il y a cet avantage certain de pouvoir adresser beaucoup plus de problèmes et d'être beaucoup plus customisable. Michael, when we speak about AI, what is the state of the threat today? Well, that is not that hard, not that easy to quantify, and maybe giving my input as well on the previous question on whether or not it's an revolutionary thing.
I think some aspects are indeed revolutionary, but in terms of impact on cybercrime, we don't really see that yet. Now, of course, we can go a little broader than just code generation, because if you talk about code generation specifically, then we would need to see proof of LLMs being used, for example, to write malware. And we can assume this is the case because, like, the entire world is using LLMs right now. So why would cyber criminals not experiment with this technology? They have been historically very good at like leveraging new technology. Not only cyber criminals, but criminals at large. If we go back, I don't know, a couple decades or even longer. For example, when machine guns were invented, the criminals were the first to use this, while the cops were still using older type weapons. So criminals will use new technology as soon as it appears. They don't have the same hurdles that we do in terms of legal framework and data privacy issues. So for sure, we can assume that it is being used out there. Have we seen the empirical evidence yet? Not so much. Now, if we look a little bit wider than just code generation, and for example, we look at like writing a perfect phishing mail or a spear phishing campaign, for sure, now these tools make it possible to do that way more professionally in many more different languages. So, for example, historically, the Japanese audience was fairly safe from phishing because it's like, well, who speaks Japanese except for the Japanese people? Well, I know a few words, by the way, but anyway. But now this audience as well can easily become the target of a phishing campaign because these LLMs can assist you in crafting good campaigns in any language. So it's a matter of also a matter of like raising the level a little bit of the cyber criminals and facilitating. Just like in code generation, it makes it much easier. It's a scale issue. So now they can target a wider audience more efficiently. Again, in code generation specifically, yes, I'm willing to bet it is being used. Have we seen the evidence yet? Not really, as far as I know. Of course, this will only last until we see some infrastructure or like do a house search, seize a computer and see that this guy has indeed been using these tools. Now, what we also know is that some of these dark LLMs, and I believe this is actually the title of one, are out there. So this is also being marketed as a thing because we are probably going to talk about this further after this. Oui. But yeah, exactly. So there are guardrails in like the ChatGPTs of the world, but then there are LLMs without such limitations that are specifically marketed towards criminal use, such as the dark LLM, such as WormGPT. There was a project or a service a while back. So yes, the criminals are definitely heading in that direction. But then coming back to the revolutionary part, is that a game changer for us? Not necessarily, because we were already dealing with advanced malware. So it's more of a scale issue than rather like revolutionizing what we are encountering. Eric, est-ce que de votre côté, vous avez déjà observé, ou peut-être de la part de vos clients, des remarques de gens qui disaient que on a noté qu'il y avait eu des attaques sur notre code, elles sont peut-être utilisées grâce à des outils d'IA. Est-ce que vous avez déjà des discussions? Michael dit qu'effectivement, il n'y a pas encore de preuves, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de remarques ou d'échanges avec vos clients ou vos partenaires? Je pense que je rejoins beaucoup Michael sur ce point-là. Aujourd'hui, déjà, ce serait très difficile de savoir si un malware il a été fait par un humain ou par une AI. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense que ce soit pour utiliser les AI pour faire un malware, pour générer du code, pour créer des règles de sécurité sur le code, on est toujours à un stade où l'AI est un copilot. Il n'est pas capable d'être indépendant et non supervisé. Ça reste une aide aux développeurs. Aujourd'hui, c'est la majeure partie, même si on regarde le nom des produits, GitHub, c'est GitHub Copilot. Tout le monde market ces différents produits d'AI comme un copilot. Ce qui veut dire qu'on n'a pas atteint un stade où l'AI est complètement indépendante, ce qui est plutôt rassurant quand on y réfléchit. Pas encore, Eric. Voilà, pas encore. Donc voilà, pour moi, non, on n'est pas encore à ce stade-là, et c'est pas des remarques qu'on est, parce qu'effectivement, on n'est pas aujourd'hui, même techniquement, je pense qu'on n'est pas capable d'identifier pour l'instant du code qui est généré par l'AI. Alors il y a de la recherche dans l'image, il y en a, je sais que sur les différents algorithmes de génération d'images, il y a tout ce qui est
essayer de faire du pixel fingerprinting. Donc peut-être qu'on fera la même chose sur le code pour savoir est-ce que le code a été généré par une AI ou un humain. C'est à voir. With AI being, just like you said, Eric, a good copilot, developers might be less watchful. How can we be sure that they remain vigilant, Michael and Eric? Well, I think what Eric said is true. They are a co-pilot, and they should be treated as such. They are, in my understanding and in my experience, they are fulfilling now almost the role of a junior developer. Well, it's both things. They are AI in general. It's like it speeds up things, and it raises your level a little bit. So it acts both as, I would say, a personal assistant, a junior developer if you talk in code context, but also as like a coach, somebody that's a little better than you, and you can ask questions, and you can maybe, if you encounter some errors in your code, you can copy paste it in there, ask for some guidance. So it's both of those things. But still, and I was attending another panel yesterday on responsible AI. I mean, the human is still responsible for the code that is being generated. So it's a co-development almost. It's a junior developer that you have at your disposal, maybe even a couple of them. But you are the architect of the code. You are like the one that needs to ideally understand what what code is being generated and what it does. So you have the final say. And I think actually, going forward in like education, this will become also a more prominent role and this is like goes for generative AI in general. You are no longer the generator, but you are the curator in some sense of what is being written. So I think the junior developer role is a little bit threatened, and I think in education they will need to start teaching some skills that are on a more senior level from the get-go, because the development you had starting, and again, I'm a budding developer. I've never really had like a real developer job, but I do write some Python and whatever, and I write it way better now with AI. So I think in education, the normal trajectory you had of becoming like a junior developer, and then over time gaining more experience, and then learning more about actually architecture of a project and the code. Now you will need to fulfill that role much earlier in your career, I think, if you want to be successful. So they will need to acquire some skills in that sense to properly secure the code, to have an overview of the architecture. So, but again, the simple answer is, as a developer, you're responsible of the code you're pushing out into the world, so you should remain vigilant, and you should make an effort to understand everything that is being written for you by the AI, because that is, of course, the threat that you're facing is, let's say, a budding developer or somebody like me would previously would probably not create a full stack project and upload like a full website with a database backend and whatever. Now I feel more confident in doing so, but let's say I have AI write an authentication module for me. Oh, sorry. That sounds way louder. Let's assume that I have the AI write an authentication module for me. If I don't fully understand, then there might be some bugs in there, because again, the AI is using previous code it was trained on, and it is implementing that. But it's possible that it's making mistakes. It does make mistakes. So if you, as a developer, are not confident enough to spot those mistakes or to properly test the code, and whatever you push it out in the world, feeling a little more confident in your skills because you have this personal assistant, then that is indeed a risk that you should be aware of. But on the other hand, again, talking from my budding developer experience, usually code testing was just manual review, and if you have a bug, then you try to debug manually, you put a breakpoint on it, whatever. Now, these tools also offer you more robust ways of reviewing your code, of like automatically testing your code and whatever. So they also assist in that part of things if you're like careful enough and make the effort to do those checks. Eric, je répète la question. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans ce contexte, les développeurs continuent à être vigilants? Je pense que c'est une très bonne question, parce que si on revient même sur l'entraînement des modèles, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, ils sont entraînés sur toute la code base publique qui d'ailleurs contient du code vulnérable, des malwares, et même la tendance de l'AI va pas
voilà, on va pas être on va avoir par définition ces modèles sont biaisés vers la médiane et la moyenne, donc il y a ce côté effectivement de un peu cette impression que le copilote peut être un développeur junior, ce qui est vrai, et il faut faire attention je pense à ce problème de laisser faire en fait le ChatGPT ou Léa et le copilot et de pas vérifier. Je pense qu'il y a un chemin vers la facilité qui est là presque plus une réflexion philosophique sur l'humain que technique, et pour moi c'est un des challenges un des principaux challenges pour les jeunes développeurs, c'est de pas laisser justement ces copilotes de pas assumer le fait qu'ils aient raison, de challenger ces raisons-là, et malheureusement c'est un problème en soi, parce que même dans le marketing qui est fait, quand on fait effectivement copilot, assistant, on peut penser que finalement le copilot est plus senior et a finalement la source de vérité, ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est un des principaux, pour moi, un des principaux dangers ici, qui est finalement, quand on revient au cœur du problème, et plus un problème d'éducation du développeur que d'outillage, et qui va aussi à l'encontre du marketing de ces outils-là. J'aimerais vous entendre, Eric, sur ce qu'a mentionné Michael un peu plus tôt, sur le rôle, une évolution possible finalement du rôle de développeur. Je pense qu'il y en a effectivement, je disais tout à l'heure qu'il y en a dans cette salle, mais Michael disait qu'il y avait cette notion de curation finalement, c'est-à-dire qu'avec un code généré par une AI, avec des librairies disponibles, vous parliez de GitHub tout à l'heure, on a d'autres librairies qui existent, on a du code disponible qui peut venir d'où on veut d'ailleurs, c'est peut-être là aussi qu'il y a danger. Comment est-ce que est-ce que vous avez intérêt, est-ce que dans les organisations ils ont intérêt à accompagner ce changement de rôle? Est-ce que finalement ça sert à rien de lutter, mais demain le rôle de développeur justement sera celui de curation, et c'est vous, Eric, qui parliez tout à l'heure de qualité. Est-ce que ce sera ça en fait le futur rôle du développeur, mais qui devra savoir quand même, comme le disait Michael? C'est intéressant, parce que si on exclut un peu la partie AI et qu'on prend même un peu de recul, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fondé GitGuardian à l'époque. C'est, si on prend le rôle du développeur, on lui demande ces dernières années, avec la DevOps Revolution, DevSecOps Revolution, de savoir faire, donc il devait savoir faire du back-end, maintenant il doit faire du back-end, du front-end, il doit faire du back-end, du front-end, de l'infra, et on lui demande en plus de faire de la sécurité. Et à l'époque, c'est la raison même pour laquelle j'ai fondé GitGuardian, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être expert partout et bon partout. Et il faut créer des outils qui permettent d'automatiser une partie du travail ou d'aider à l'éducation. Et donc, moi, ma conviction profonde, c'est que ça remplace pas le fait de devenir expert dans un domaine, et ça aura toujours de la valeur d'être un développeur expert en base de données, expert en application mobile, expert en application web. Le vrai intérêt de l'AI, c'est qu'il permet finalement d'éduquer et de donner une explication sur un domaine qu'on maîtrise pas et qu'on comprend pas très bien. Donc je pense que c'est finalement mon takeaway de ça, c'est que l'AI ne remplace pas l'expertise, mais il permet de mieux comprendre des domaines adjacents, qui aujourd'hui, je pense, un des gros challenges du développeur. Il interagit dans un monde où il y a de moins en moins, il y a de moins en moins de gates dans les différentes étapes du cycle de développement, et on lui demande de comprendre un peu comment déployer d'une application depuis le code jusqu'à la production, les checks de sécurité, l'observabilité. Et l'AI permet ici d'apporter une éducation, mais ça remplace pas, pour moi, ça remplace pas l'expertise. Et ça n'empêche pas le fait qu'il doit aussi remettre en doute ce qui est dit par l'AI et ses copilotes. Comment est-ce qu'on ajoute, toujours pour vous, Eric, comment est-ce qu'on ajoute intelligemment l'IA dans un processus, on l'a dit à plusieurs reprises, qui est déjà automatisé, où il y a déjà un développeur qui apprend à regarder ce que font les solutions d'automatisation. Comment est-ce qu'on l'intègre intelligemment dans ce cycle? Vous parliez de DevOps, on a le Dev, on a l'opérationnel, on parle maintenant de DevSecOps. Comment on fait de l'IA, notamment générative, un outil supplémentaire finement intégré dans cette chaîne?
C'est une très bonne question. Je vais prendre l'exemple de la sécurisation du code, qui est l'exemple qu'on maîtrise le plus. Donc, à Gitgaren, je pense quand OpenAI est sorti, on s'est posé cette question-là que beaucoup de startups se sont posées. C'est est-ce que finalement, avec un prompt, OpenAI peut remplacer nos 3 ou 4 années de R&D dans notre moteur de détection de secrets. Et donc on s'est posé cette question-là et on a fait des tests en bon scientifique français. Est-ce qu'un prompt, donc si je fais You are a security engineer, your role is to detect secrets, et je donne le patch, est-ce qu'il fait mieux que le moteur qu'on avait entraîné? Parce que si la réponse est oui, c'était compliqué pour la suite de l'aventure. Et là, on s'est dit, on va challenger la partie détection. Et les résultats, d'ailleurs, on a fait quelques blog posts là-dessus, sont assez montrent en fait trois problèmes du LLM. Donc le premier, c'est le coût. Donc pour donner un exemple, nous on scanne tout le code public en temps réel. Le coût de le faire avec un OpenAI, même un GPT-4 Turbo, leur dernier modèle optimisé, c'est plus de $200,000 par jour. Donc déjà, première partie, le coût c'est compliqué. Ensuite, il y a le temps d'inférence. C'est effectivement un vrai problème. Ces modèles sont quand même assez lents. Et le troisième, on était meilleur heureusement sur la partie précision et recall, mais le troisième, je pense, problème assez fondamental, c'est ce que je disais sur la partie stochastique. C'est que c'est très difficile pour un système d'information d'intégrer le fait que je donne en input un input A et je demande une prédiction et que une fois il va donner une réponse et si je rerun la même demande, il va donner une réponse différente. Même s'il y a des façons de contourner ce problème dans les modèles, l'aspect stochastique et non déterministique est un vrai sujet à traiter pour les systèmes d'information. Et donc, nous, finalement, le constat qu'on a de cette étude-là, ce qu'on en a retiré, c'est que on croit profondément à une stratégie hybride, c'est-à-dire qu'une détection qui est rapide, peu coûteuse et déterministe, et avec l'AI qui est là, en fait, c'est une fois qu'on a détecté le problème, qui est dans notre cas, par exemple, détecter un secret, mais qui, si on extrapole au monde de la sécurité du code, qui va être détecter une vulnérabilité, mais qu'on peut prendre dans d'autres domaines de la cybersécurité, que ce soit les SIM ou les attaques, c'est une fois qu'on a détecté un problème, en donnant le contexte à l'AI, là où l'AI, pour moi, apporte une vraie valeur ajoutée, c'est sur la remédiation. Donc j'ai détecté un problème, et j'ai des règles finalement déterministes, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde de comprendre, de définir qu'est-ce qu'on veut détecter et quels sont les problèmes, mais comment je résous le problème et de donner des conseils. Et donc là, on repasse sur une approche qui finalement est l'essence même de ces modèles-là, qui est finalement à partir de contextes où ils performent très bien, tout ce qui est résumer l'information, donner des conseils. Mais il ne faut pas que donner la main à ces modèles dans un premier temps, aujourd'hui avec leur capacité sur la partie prise de décision. C'est plus sur l'aide finalement à la remédiation. Michael, with the use of AI growing for example, in coding, for example, is it safe to assume that we are crafting a more dangerous world? I mean, with AI being developing is by itself, we can assume it will arrive in a couple of months, a couple of years already. Are we making by ourselves a more dangerous world? I don't think so. I'm an optimistic person. I see mostly a lot of benefits, a lot of opportunities in use of AI. Of course, there are risks, and it's why legal frameworks are being defined. There's the AI Act. So, of course, there are threats. There will be misuses of this technology. And then looking a step ahead, now we are still in the phase where they are assisting us. Once we go towards more autonomous agents, and I'm not talking about general AI, that's, I think, a long ways off, and but still systems that are a bit more autonomous from just being personal assistants, there are risks associated with that, but specifically reflecting to the cybercrime, I don't see that as an existential threat, let's say, because the only thing it is doing, it's making the actors a little bit more,
a lot more efficient, I would say, in terms of speed of development. It's making them a little bit more savvy, as Eric said. They things that they weren't previously, they maybe not that strong in, like, I don't know, obfuscating their code or whatever, or implementing some modules that make the code harder to detect. So yeah, it's upping the game a little bit in that sense, but there were already like world-class advanced threat actors out there. So in that sense, I don't see it as an immediate, very large threat. So I mostly see the opportunities. Again, also from our point of view as an agency, I think we have a big data problem in a sense that we have a lot of interesting data sets and just not enough manpower to exploit those data sets. So also from our side, I see a lot of opportunities there. Again, checks and balances, of course, and this is what makes us more or less efficient than threat actors, because they can just employ whatever they want, whatever new technology they find. They just run it without any concerns for legal frameworks, clearly, because they are already breaking laws, so who cares about one more? But from our side, before we start implementing these things, so in the agency we are exploring this for sure, but we have recently appointed, for example, a chief AI officer. There's an alignment committee on AI. So there's a lot of things that go into checking like the balance of things, the data privacy issues before we start implementing these things, and even before we start using it in our own code generation. Although there I see some quick wins, because as we previously said, the developer is responsible for his code, so we can use it as a coding assistant without directly using the AI on operational data. It's as if it just speeds up a little bit of our own code generation, and then we can use those scripts, of course, on operational data. So in code generation, I see more of a quick win from, let's say, the good guy side of things, but it's a different discussion of using AI at large, code generation and other, on directly on the operational data, because there we're not as free as, I'm not even going to say as we would like to be, but as like the opponents are, let's say. Eric, est-ce qu'il y a une... vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à expliquer, mais je repose la question peut-être pour un peu plus de détails, mais quels avantages il y a entre des grands modèles, hein, avec tout un tas de fonctionnalités, de paramètres possibles, et des modèles plus petits? Même si la donne aujourd'hui, lorsqu'on regarde beaucoup d'entreprises, il semblerait qu'elles soient de plus en plus nombreuses à se pencher sur les petits modèles. En termes de code, qu'est-ce qui est le plus avantageux aujourd'hui, justement pour avoir pour tirer tous les avantages dont vous parlez tous les deux, grands modèles ou petits modèles très bien configurés, nourris avec les bonnes datas? Je pense que ça dépend beaucoup des différents cas d'usage. Déjà l'avantage alors je dirais pas forcément petit modèle, mais on va dire modèle open source versus des LLM qui sont disponibles via des API avec des modèles propriétaires, c'est la confidentialité des données, hein. C'est le premier avantage qui est clairement extrêmement important et non négligeable. C'est est-ce que je préfère déployer un LLM open source dans mon cloud, dans mon infrastructure, ou j'accepte le fait d'envoyer mes données à OpenAI, Anthropic, Microsoft, n'importe quel provider de grands modèles. Donc ça, c'est déjà la première dans l'arbre de décision vers où je me dirige, sur quelle solution. Pour moi, c'est le premier, finalement, la première question qu'il faut se poser. Et la deuxième, après, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est plus sur la partie coût. Évidemment, plus le modèle est petit, plus il est donc facile à, entre guillemets, entraîner, il coûte moins à fine-tuner, et le temps d'inférence coûte moins cher et est plus rapide. Donc ça, c'est la première composante. Et il donne justement cette capacité, pareil, on a généralement plus de résultats à fine-tuner un petit modèle qu'un gros modèle sur un cas particulier. Nous, c'est par exemple quelque chose qu'on fait. On a des clients qui sont qui ont des contraintes de sécurité très fortes, hein, dans le domaine financier ou médical. Ils sont complètement opposés à envoyer leurs données soit dans notre cloud, soit même dans en extérieur. Et donc là, le use case d'un petit modèle déployé dans leur cloud, dans leur infrastructure, fait totalement sens. Et donc c'est vraiment ça l'évolution que je vois. Et sur la partie performance pure,
Bon, il y a les benchmarks en permanence que maintiennent Ginkface qui sont très intéressants entre les différents modèles open source et les gros modèles aujourd'hui. Le benchmark il est quand même unanime. GPT-4 pour l'instant bat encore tous les modèles open source. Et après, ça reste un trade-off coût-performance, confidentialité des données versus envoyer les données. Mais je pense que nous, d'un point de vue notre philosophie produit et sur la partie machine learning chez KitKardian, c'est effectivement je pense qu'il y a un vrai avantage à utiliser des modèles open source fine-tunés, à la fois pour la confidentialité des données, et à la fois configurer finalement une défensibilité qui est certaine, ou si on step back un peu sur cette partie-là, l'enjeu pour aujourd'hui pour les entreprises qui veulent créer ces modèles et apporter de la valeur pour différents use cases, en l'occurrence le nôtre qui est la sécurisation du code, c'est avant tout d'avoir finalement une base de données ou un dataset d'entraînement qui est plus important que la compétition, qui est de meilleure qualité et qui va permettre finalement de fine-tuner ces modèles-là ou encore mieux de pouvoir faire des réentraînements complets qui sont là beaucoup plus coûteux. C'est un peu les deux en fonction des ressources et du nombre de GPU qu'on a. C'est un peu les deux solutions. Est-ce qu'on se dirige vers un réentraînement complet ou un fine-tuning des modèles? Est-ce que la question, Eric, également, ce n'est pas celle du contrôle qu'on veut avoir justement sur cette IA? Est-ce qu'on a un contrôle supérieur sur un modèle qu'on aurait fine-tuné, comme vous le dites vous-même, ou est-ce que ce contrôle, on accepte, entre guillemets, d'en céder une partie lorsqu'on s'appuie sur les grands modèles dont vous avez parlé, les GPT-4, les Claude, les Gemini bientôt, et d'autres encore? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle déjà dans les données qu'on donne pour l'entraînement. Il y a un deuxième contrôle qu'on peut appliquer que fait, c'est que même si on regarde un peu ChatGPT, c'est un gigantesque prompt au-dessus du modèle de GPT-4. Et donc là, il y a un deuxième niveau de contrôle qui se fait au niveau du prompt engineering où on a vu, récemment, il y a pas mal d'attaques qui se font sur justement tous ces assistants, comment redécouvrir un peu, essayer en faisant des requêtes à l'IA et d'essayer de comprendre c'est quoi le prompt originel et de comprendre des composants du modèle. Donc effectivement, c'est plus simple de contrôler mieux le modèle quand il nous appartient, mais surtout qu'on possède le dataset d'entraînement. Je pense que c'est déjà ça la principale composante. Mais après, par essence même, ces modèles sont génératifs, donc il y a une partie stochastique qui est qui appartient même à la façon dont ils sont entraînés, la façon dont ils sont structurés, que ça, pour le coup, on ne peut pas échapper, parce que c'est dans la définition même de ces large language models et de cette IA générative. Quelles sont les faiblesses de ces modèles? Parce que ces modèles ne sont pas parfaits, ils ont probablement des points sur lesquels il faut porter son attention si on veut être sûr que ça fonctionne. Quelles sont les faiblesses? What are the weakness, if there are any, of those large language model when it comes to coding? Michael et Eric. Well, let me give the generic, non-very technical answer, but it's that many people don't realize that these LLMs are recalculating a probable answer. So they are great at formulating something that sounds extremely believable, but isn't necessarily true. And this is, again, I don't know how technical the entire audience is, but this is something let's say, society at large does not really understand, because they think it's like a Google. It's looking into a huge database and giving you a right answer. And that is not the case. It's recalculating a probable answer. So, and that's, I think, a weakness or a feature of all of these LLMs that you need to be aware of. And if you're aware of this, then you treat it in a different way. Then you are a little bit more cautious of just accepting it as truth. And then it becomes a tool that, again, in code generation, you will still need to check whether it's doing what you intended it to do. So that is, for me, the biggest weakness. And again, it's inherent in the technology. Coming back again to what was previously talked about, like explainability, of course, is also a big thing. And what you're seeing now, or some projects are now linking, for example, the LLMs
with like a graph database, a graph knowledge database on which it builds or from which it gets the knowledge, and then you get more explainability on the answer that is produced. So it shows you how it came up with the answer, and that kind of helps in making sure that the answer is actually truthful. And for sure, for us as an organization, that's also quite important to be able to have this explainability on what is being done in the black box for most applications that we would be interested in using it for. Eric. Je pense qu'on a pas mal résumé. Pour ajouter à ce qu'a dit Michael sur la partie effectivement plus technique, c'est un peu ce que j'avais dit avant. On a toujours des limitations assez fortes sur le coût et la vitesse du fait que ces modèles doivent tourner sur des GPU. Donc bon, je pense que tout le monde a vu la capitalisation d'NVIDIA qui, je crois, que ça a dépassé 2 trillions. Et maintenant, ils viennent de sortir un GPU à 40 000. Je crois que c'est $40 000 le GPU, et il y a des listes d'attente c'est comme avoir une Rolex maintenant, un GPU. Il faut se mettre sur une liste d'attente quand on est une entreprise, et il y a un marché secondaire, il y a un black market de GPU, mais c'est une limitation qui est quand même assez forte d'un point de vue orchestration. Par exemple, voilà, de déployer un modèle sur un GPU, je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est quand même la majeure partie des workloads cloud aujourd'hui tournent sur CPU, donc ça ajoute une contrainte en plus pour un déploiement plutôt self-hosted. Donc là je parle plutôt des modèles open source qui sont disponibles. Et après, effectivement, je pense qu'on a bien résumé sur le côté probabilistique des modèles, la partie stochastique des réponses qui peuvent varier, peuvent être différentes au cours du temps. C'est des modèles qui sont entraînés sur des bases de connaissances, donc qui sont la connaissance, elle est profondément dynamique. Je pense que c'est intéressant de repréciser ça. Google, le graphe. L'algorithme PageRank, il évolue en temps réel, donc alors que sur un modèle GPT-4, il est entraîné sur des snapshots, donc tous les 3 mois, ils vont réentraîner le modèle sur toute la connaissance. Alors, je pense que la recherche progresse pas mal et on va arriver à avoir des entraînements incrémentaux, mais ça, c'est une limitation qui est quand même très forte, qu'on a vu aussi au début. L'émergence d'OpenAI où finalement le modèle n'avait accès à la connaissance qu'avant 2021. Et donc finalement l'utilisateur des fois ne comprend pas que le modèle n'a pas accès à la connaissance en temps réel. Je reviens, on garde, je disais, quelques minutes pour les questions-réponses, on a encore quelques minutes pour discuter, mais on parlait d'IA autonome au tout début de cette discussion. Comment une IA complètement autonome va-t-elle transformer d'une part le développement, la totalité de la chaîne, et comment est-ce qu'elle va affecter le rôle du développeur? How a fully autonomous AI will transform the software process, and how will it affect the developers? Well, depends on how you will define fully autonomous, right? But what we are seeing now is that people on top of these LLM models are building like independent agents. So they don't just give you an answer of what you're asking, but they do like a step-by-step process of how they could achieve this, and then for each step they do like an iterative prompt of to get there and to take actual actions, which could be like ordering a pizza and paying for it online. It could also be like developing a full software tool by first defining, let's say, the individual parts that need to be done, and then setting up the infrastructure and whatever. So I believe there are some experiments already in this sphere. We're not there yet. From let's say a cybercrime point of view, I think it will be interesting for sure to have. For example, could be like fraud chatbots out there that are just autonomously scanning LinkedIn,
finding an interesting profile, then sending them like a phishing mail, maybe getting them a link to an investment page that was created by the AI, could even be like created tailored to this specific target. Then they on this page there could be a chatbot, and then they go into a conversation and they do some investment fraud kind of things. So having this in like a solution in a box is of course sounds like a great cyber criminal product to market. So there are definitely some new challenges there and some criminal opportunities, but we are not there yet. Other things I could see, again, and I'm veering a little bit away from the code generation, but for sure there's a larger potential impact. A call center in a box, for example. Now we have people that are actually calling real people in a call center somewhere in an unfriendly jurisdiction and getting scammed. Again, this could be like an in-the-box solution and in a sense an autonomous agent. And again, it largely depends on how you define it. If you're really talking like general AI, I think we're a long way off, and this is like my layman interpretation of this. But yeah. Eric. Je partage effectivement beaucoup l'avis de Michael. Je pense qu'on n'en est pas là sur des fully autonomous devs qui peuvent coder. Hein. Je pense que la meilleure preuve de ça, c'est déjà le salaire des devs est toujours aussi élevé et c'est toujours une denrée rare sur le marché. Donc ça montre que pour l'instant, les développeurs ne seront pas remplacés par une AI. Et aussi, je pense que tout le monde attend aucune entreprise aujourd'hui prend le risque de se dire je vais créer des équipes de dev purely AI qui vont coder du software et déployer ça en production. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Et même c'est intéressant, même tous les projets de autonomous dev AI restent programmés par des humains et pour l'instant c'est plus des collections de prompts et des interactions assez je dirais classiques, donc qui font les choses très intéressantes. Je pense que c'est un milieu où il y a plein de choses qui vont se passer dans les prochaines années, mais voilà, pour moi on n'en est pas encore là. Michael, how is your agency adapting to this new context? So new threat, AI coding capabilities, cyber criminals using AI to create fake phishing campaigns, using AI for taking the voice of someone else. How are you adapting to this new context? Well, I think, as hinted on previously before, as I mentioned, I don't think it's like a game changer. So whether or not they're doing it manually, with a guy behind the keyboard doing these things, scamming people, setting up websites, or it's like an automated solution, it's a matter of scale rather than a difference in really approach on a technical level. So, but of course, AI is having a huge impact on our organization in general, like not only looking at the threats, but definitely looking at the opportunities. So as I said before, we are exploring a lot of opportunities we have. So it's a big thing, of course, for all organizations, Europol included. So it's a big thing for us to explore what is possible. On the threat mitigation, the most important thing for us is to be aware of what is out there. So of course we have a cyber intelligence team. There's OSINT. There's of course private partners that inform us on what is out there, and then we'll see like case by case if we encounter this out in the wild. But fundamentally, it's not a game changer. So again, whether they're doing something manually or deploying an autonomous agent, the traces we go after are still the same. They are using some infrastructure. There are some guys behind the keyboard. They are using some identifiers, some IP addresses, some email addresses. They have some accounts somewhere. So the identifiers we go for and we pivot on and we run our investigations on stay the same. Crypto transactions, same thing. Whether or not it's like an auto mixer that does this or it's a person leveraging this, we still can employ the same strategies we have already been employing. Une toute dernière question pour vous, Eric. Si vous aviez 3 conseils à donner, allez, il faut quand même qu'on termine avec des conseils concrets, précis, pour tous ceux qui sont dans cette pièce et qui veulent intégrer de l'IA, ils sont développeurs, ils sont head of software, on peut imaginer encore d'autres postes. Comment est-ce que vous leur conseilleriez
d'accompagner l'intégration de l'IA et d'en faire quelque chose qui, plus tard justement, pourra transformer les usages et être bénéfique pour le business, puisque à la fin, c'est de ça dont on parle. Je peux parler un peu d'expérience parce que nous, en étant effectivement une solution de code sécurité, j'ai une équipe de 60 développeurs et j'ai pas géré le projet en direct, mais vu que c'est un sujet quand même qui m'intéresse personnellement, on a géré le déploiement en interne de chez nous, chez nos développeurs, comment justement intégrer des outils de génération de code. Et effectivement, même contrairement moi à mes premières intuitions, l'adoption, elle a pas été, ça a pas été, je dirais, une exponentielle. Hein. C'est plutôt l'adoption, elle est assez lente parce que je pense que comme toutes les nouvelles technologies, il y a plusieurs courbes dans l'adoption et les premiers, je dirais, les conseils un peu génériques, c'est une première partie de formation et d'éducation. Il faut que les donner aux développeurs l'opportunité de leur montrer comment on peut utiliser l'IA et quelle valeur elle peut apporter, l'impact que ça peut apporter à leur travail. Donc ça, c'est indispensable. En fait, si on distribue un outil et on dit voilà le portail, créez-vous un compte et allez-y, ça marche jamais très bien. Il faut accompagner le changement, même si l'outil est puissant et qu'il a de la valeur. Donc je dirais le premier parti, c'est éducation, formation, et après mettre les bons guardrails en place pour s'assurer que sur tout ce qui est confidentialité des données, je pense qu'il y a le gros problème de ces solutions-là, c'est est-ce qu'on permet, quelle data on permet d'envoyer à ces outils-là, tout ce qui est data propriétaire, données des clients, et c'est là où on entre dans je pense, un tout nouveau domaine de la sécurité en général. Hein. Il y a un domaine, peut-être le Gartner va nous trouver un super nom à ça, LLM Security, je sais pas, on verra. Je pense qu'ils y réfléchissent déjà, mais où c'est comment on s'assure de protéger et de s'assurer, ou LLM Firewall, de créer finalement, de filtrer les données qui vont être envoyées à ces LLM qui sont API based pour éviter qu'on envoie de la donnée sensible et confidentielle. Merci messieurs, thank you. Est-ce que vous avez des questions? Comme je dis, il y a un micro qui circule dans la pièce. Il y a une question au fond. Voilà. Pensez à bien coller le micro sur votre menton, comme ça nos camarades qui nous suivent en ligne pourront profiter des questions et des traductions également. Bonjour, Olivier Moretti, je suis dans une filiale d'Orange France. J'ai une question par rapport à l'usage. Aujourd'hui, vous parlez de copilote et d'apprentissage, effectivement, qui est probablement biaisé au niveau de l'apprentissage du code, notamment par le fait qu'il y a du code qui est lui-même vulnérable et forcément le résultat ne sera pas formidable à l'arrivée. Qu'est-ce qui va se passer dans la génération suivante lorsque les AI seront elles-mêmes à la source de l'apprentissage d'autres AI? Et à quel horizon on peut envisager ça, quoi? Michael, please. Yeah, I can maybe answer in let's say the general sense. I read that there was some experiment on training an LLM on LLM generated data. So not talking about code specifically, but just text. And I believe it took like 3 generations of like getting total garbage. So basically, you train like the 3rd generation of an LLM trained on only LLM output, it becomes total garbage. So I think it's a very real question, a very large, important question, because more and more AI-generated content will be out there. But for code, actually, now that while I'm answering, I'm thinking about it. For code, I think it's less of an issue because of the fact that there will be this human curation, right? So there will always be a human verifying this code, and code by its definition should work. So if it's not functional, then it shouldn't be out there. While for, let's say, articles that are being generated, like content, you can just have a plugin, post this on your WordPress site, like constantly a new article every day, and without any human intervention, and so this becomes garbage over time. Code, again, with the human check that is being done in there, should be of a little bit higher quality, so maybe this will impact the code less, but long term is definitely an issue, I think. Thank you. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question devant.
Michael, do I need to translate or is it fine for the question? C'est bon. Bonjour, Elliot. Donc moi je suis développeur en l'occurrence. Bienvenue. Merci. J'ai une question justement quand vous évoquiez donc l'état actuel des choses où l'IA est plus un copilote pour les développeurs. Dans l'avenir, c'est plus que probable que ça fasse un peu plus que ça. Et du coup, pour ce qui est de la cybercriminalité, j'imagine que ça permettrait que ça serait beaucoup plus accessible à une beaucoup plus grande population et que ce serait beaucoup plus attractif. Pourquoi prendre des risques à faire, je ne sais pas, n'importe quelle activité criminelle alors qu'on peut créer des programmes de manière automatisée avec des IA? Est-ce que vous avez, selon vous, ça pourrait créer un changement dans la balance entre les black et white hat actuellement, et ça pourrait créer une augmentation de détection de failles, davantage d'insécurité? Okay. No, I can. I think in terms of the balance, I mean, it's being leveraged by both sides. So I don't think it will change, let's say, the balance of power. I do think, and this is something that we haven't touched upon yet, by having this LLM, you can, of course, run it locally. There is less of exposure, let's say, within the code development cycle of malware. Necessarily like exposure. So before you would have to go to public forums, maybe go on the dark web, talk about what you're doing, maybe get some help, maybe hire somebody to help you, and so you are out there, you're leaving traces. So that becomes interesting from a law enforcement point of view to go after this. If you have more solutions in the box running on your local machine or on your private infrastructure, then these traces become less. So in that sense, it makes things a little bit more difficult from us. Not necessarily an answer to your question, but something we haven't touched upon yet. Then will it become more attractive to become a cyber criminal because of this? I don't think so, because what we already have in cybercrime is it's crime as a service. Like no cyber criminal does the entire chain themselves. They just rent the ransomware, for example. They buy the credentials. They infect the system. So the tools are already out there for cyber criminals to do this with a lot of ease, basically. And that leads us into what makes a person a cyber criminal, and then it's often like I don't want to be too soft about this, but it's indeed a lack of opportunities. For example, this is why we see it in certain parts of the world that it's way more active. They have less opportunities to get a well-paying job in tech, and so they veer a little bit towards cybercrime. And once you're on the drug of cybercrime, the easy money starts rolling in, or what seems to be easy money. Then, of course, you're gone on that track. So from our side, and I also see a possibility there of integrating this a little bit with the LLMs, is also doing some offender prevention when people start taking their first steps towards cybercrime, to make sure that they are at least made aware of the fact that this is not the great career path, and there are other opportunities, and maybe we can veer them towards like a code camp type thing, or like a job opportunity. And this could, in my opinion, be part of the guardrails that are built into these LLMs. So if you ask it to generate some malware or to scan some vulnerabilities or whatever, instead of just getting a message that I cannot do that because malware is bad, maybe it could give some more information on what you could do with the skill set if you are interested in technology. Merci Michael pour cette réponse. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette table ronde. Merci messieurs, on peut les applaudir, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous en ligne aussi de nous avoir suivis, et je vous souhaite une excellente journée. Bon appétit si vous arrivez à trouver un sandwich. Allez, à bientôt.